Bienvenue dans Histoire et Mémoire. Nous sommes ici à Belouizdad où le peuple algérien a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de la lutte de libération nationale. C'était le 11 décembre 1960 lorsque des milliers d'Algériens se retrouvent ici pour clamer haut et fort « Vive l'indépendance et vive le GPR ». C'était une manière pour ces milliers d'Algériens d'exprimer leur soutien, tout leur soutien à la démarche du Front de libération nationale et de déjouer ainsi les manœuvres de l'État français et du général de Gaulle qui voulait alors imposer une troisième voie. Ici à Belouizdad, on se souvient toujours de ces journées mémorables du mois de décembre 1960. C'est le cas du Moudjahid Moqdad Dahmani, dit Si Mokhtar, qui vient chaque année le 11 décembre pour commémorer cette journée mémorable. Monsieur Dahmani, bienvenue dans Histoire et Mémoire. Vous êtes Moudjahid. Le 11 décembre était un tournant dans l'histoire de la lutte de libération nationale, n'est-ce pas? Nous sommes à la place du 11 décembre. Et le 11 décembre, on appelait ce quartier Bellecour. Mais aujourd'hui, on l'appelle Mohamed Belouizdad. Mohamed Belouizdad, c'est un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui a apporté à l'Algérie l'histoire de l'Algérie. L'arrivée du général de Gaulle, qui a voulu étouffer la révolution algérienne et qui devait arriver à Alger, il a été détourné sur Temouchane. Il y avait trois groupes. Il y avait le groupe l'OAS, l'Algérie française, Front, Algérie française. Il y avait le deuxième groupe de général de Gaulle, Algérie algérienne. Mais le FLN a détourné et on a appelé l'Algérie musulmane. Et aujourd'hui, le 11 décembre, c'est l'histoire de l'Algérie qui a donné un deuxième souffle à la révolution algérienne. Et nous appelons à certains moudjahidines pour témoigner, qui étaient présents. Oui, donc comme je disais, c'est à partir de 1960, du 11 décembre, parce qu'on appelait ça les glorieuses journées de décembre. On n'a pas cité. C'est-à-dire, on n'a pas dit le 11, le 12, le 13, mais on a dit c'était les glorieuses journées parce que, en fin de compte, c'est le GPRA qui a stoppé. Nous étions le 16 décembre, Gal Barakat, Farhat Abbas, ça suffit, on a démontré au monde entier que le peuple algérien revendique son indépendance. Et donc, ici, il y avait l'apport aussi, parce que il y a des moments, on a voulu, c'est-à-dire occulter les actions de l'ALN et dire que ça a été spontané. Ça n'a pas été spontané. Avec 1960, à la tête de la Wilaya 4, c'était le Djilali Boun Amma. Djilali Boun Amma à l'époque, donc, il savait que ce n'était pas spontané. Donc, un des fils de Bellecour, qui était Rochaï Boualem, donc il descend à Alger avec Khaireddin, donc, il commençait à structurer. Au début, c'est vrai, ça leur a échappé. Mais après, même au Maquis, on avait un peu de répit, parce que tout est concentré sur la capitale. Mais là, il y avait des morts. Il y avait des morts par dizaines. Donc, c'est à partir du 11 que, comme il a dit, je vais vous faire entendre les clameurs de Bellecour. Ça, c'était la citation de Karim Belkacem.
Je vais vous faire entendre les clameurs de Bellecour. Bellecour, parce que Bellecour, c'était quand même la base. Il y avait les femmes qui commençaient à coudre les drapeaux, à faire d'accord. Même les femmes sont sorties avec leurs cris, leurs you-you. Et là, c'est, comme ils ont dit, c'était indien bien fou, politique. Et Bellecour restera toujours un symbole. Quoi qu'on parle du Clos Salambier, de climat de France, mais Bellecour, c'était le symbole de cette manifestation. Le 11 décembre, les manifestations, les CRS, la garde mobile, ont commencé à tirer sur le peuple. Il y a eu des morts et des blessés. Nous parlons de Saliha Ouatiki, qu'elle a été abattue, qu'elle avait 13 ans. Au Colossal Lambé, il y avait Magharaoui. Il y avait Farhat Saliha également. Mais le peuple, il avait Ar-Ruh al-Wataniya. Ils ont continué à manifester et en criant Algérie musulmane. La fierté de ce 11 décembre qui a démarré de Bellecour où il a été un station sur le territoire national. Et chaque wilaya a donné ses chouhada, ses révolutionnaires, et à partir de là, nous avons demandé l'indépendance de l'Algérie. Ce jour-là, il y avait à l'ONU, on parlait de l'Algérie. Et certains pays, dont ils ont reconnu l'Algérie, l'indépendance de l'Algérie. La répression des manifestations du 11 décembre 1960 était brutale, très brutale. Il y avait des centaines de morts, notamment ici, dans le quartier de Belouizdad et d'une manière générale à Alger et dans toutes les agglomérations urbaines de l'Algérie. On doit dire que l'histoire retient que les clameurs de Bellecour avaient alors retenti dans les couloirs de Manhattan, pour reprendre cette phrase célèbre prononcée par Karim Belkacem, alors ministre des Affaires étrangères du gouvernement provisoire de la République algérienne. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour revenir sur la portée des manifestations du 11 décembre 1960 avec mes invités. On se retrouve dans un petit moment. Bienvenue à tous dans cette émission qui sera consacrée entièrement à un événement majeur qui a marqué notre histoire, le 11 décembre 1960. Avant d'entamer le débat et de revenir sur la portée et les répercussions directes des manifestations du 11 décembre 1960 sur la lutte du peuple algérien pour son indépendance, place au sommaire. Nous aurons, tout au long de cette émission, dans un premier axe, nous aurons à aborder tout d'abord le contexte de ces manifestations du 11 décembre 1960. Ensuite, nous allons revenir sur les répercussions directes de ces manifestations sur la lutte de libération nationale. Et enfin, nous allons aborder un fait historique majeur qui découle directement des manifestations du 11 décembre 1960, à savoir la grève contre la partition qui a été organisée à l'initiative du gouvernement provisoire de la République algérienne le 5 juillet 1961. Donc, pour évoquer et
revenir sur ce moment fondateur de notre histoire, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Issa Qasmi. Il est moudjahid, auteur et chercheur en histoire. Il a publié une dizaine d'ouvrages sur le colonialisme, mais aussi sur la guerre de libération nationale. Nous aurons à partir d'Oran avec nous l'historien et archiviste Fouad Soufi. Fouad Soufi est également chercheur associé au CRASC. M. Issa Qasmi, bonsoir, bienvenue dans Histoire et Mémoire. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous, Hassan. Fouad Soufi, bonsoir et bienvenue dans Histoire et Mémoire. Merci, bonsoir et merci pour ton invitation. Donc, avant d'entamer le débat, je vous propose de cette page d'histoire pour évoquer justement la portée du 11 décembre 1960. Le 11 décembre 1960, 6 années après le déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale et dans un contexte où la France coloniale prétendait avoir définitivement écrasé l'armée de libération nationale, des milliers d'Algériens investissent les rues des villes pour réclamer haut et fort l'indépendance. Ces manifestations marquées notamment à Alger par des cortèges formés d'habitants de quartiers musulmans et des bidonvilles d'Alger, souvent composés d'un nombre important de femmes et d'enfants exhibant allègrement l'emblème national et scandant des slogans en faveur de l'indépendance et du gouvernement provisoire de la République algérienne envahissent les quartiers européens. Les manifestations du 11 décembre 1960 sont ainsi l'expression d'une révolte populaire d'un peuple excédé par les manœuvres politiciennes de l'État français, les promesses de paix, les illusions de bonheur, fatigués d'un conflit où seul compte la force brutale. Les Algériens profitent de la présence du chef de l'État français sur le sol algérien pour dire assez, assez par-dessus la menace de cette force brutale. La répression était féroce, des centaines de morts et des centaines d'autres blessés dont certains sont achevés par les ultras à l'hôpital Mustapha. Les forces de la répression coloniale qui interviennent avec une grande brutalité tirent sur la foule. Mais malgré la mort qui fauche hommes, femmes et enfants, malgré le carnage, les Algériens restent sourds aux rafales des parachutistes. Terrifiés par l'ampleur de la manifestation, certains Européens se barricadent chez eux et en profitent pour tirer sur les Algériens à partir des terrasses et des balcons. Durant 5 jours, les manifestations se poursuivront à Alger et dans d'autres villes algériennes. Certains historiens évaluent le nombre de victimes algériennes à près de 200 morts. En ce qui concerne justement le bilan, le carnage de décembre 1960 n'a pas encore aujourd'hui livré tous ses secrets. Le 11 décembre 1960, c'est l'ordre colonial, dans ses fondements, qui a été complètement bouleversé, voire renversé, grâce à la volonté d'un peuple dont les clameurs sont entendues partout dans le monde, notamment à Manhattan, où la question algérienne était à l'ordre du jour de la 15e session de l'Organisation des Nations Unies. Le peuple algérien qui a consenti un énorme sacrifice et qui a jalousement, dans toutes les situations, défendu le principe de l'intégrité de son territoire et celui de l'unité nationale, a su déjouer les manœuvres du général de Gaulle qui voulait alors imposer une troisième voie. Après le 11 décembre 1960,
le peuple algérien est mobilisé 6 mois plus tard. Il répondra massivement à l'appel à la grève lancé par le gouvernement provisoire de la République algérienne le 5 juillet 1961 contre la partition de l'Algérie. Elle aura ainsi, par 2 fois, en moins d'1 année, démontré à tous les colonialistes et à leurs alliés l'attachement profond de tous les Algériens à leur unité et à l'intégrité de leur territoire. Donc, un rappel des faits, M. Issa Qasmi, le 11 décembre va surprendre l'administration coloniale, n'est-ce pas? Absolument. Je crois que, en évoquant les manifestations grandioses, massives du peuple algérien en cette année, disons cette année, c'était la 7e année de la Révolution, de la guerre d'indépendance, et le contexte général à l'époque, c'était un contexte très délicat par rapport à l'évolution de la Révolution algérienne et par rapport évidemment à la position du gouvernement français dirigé par le général de Gaulle. Le général de Gaulle, depuis 1958, son retour au pouvoir, avait fait en sorte de tergiverser, de faire un pas en avant, un pas en arrière, d'engager des négociations avec le GPRA, mais tout en hésitant et en cherchant une troisième force. En manœuvrant absolument, en manœuvrant et en cherchant pas seulement une troisième force, mais d'autres interlocuteurs, y compris évidemment les représentants des Européens d'Algérie et, disons-le, et le MNA. Donc, 1960, c'était une action pour démontrer, encore une fois, que le peuple algérien, depuis, rappelons-le, depuis le 20 août 1955, avec Zérout Youssef, les manifestations et l'offensive du Nord constantinois, comme l'appellent les historiens, et que le peuple avait signifié d'une façon officielle, formelle, que la révolution algérienne était une révolution populaire par excellence, sur tous les aspects. Donc c'est le peuple qui dirige la révolution avec son bras droit, l'ALR. Voilà. Donc 20 août 55, 20 août 56, c'est le peuple qui a réussi à couvrir le congrès de la Soumam, de la vallée de la Soumam, et ensuite la grève des 8 jours, et tout cela, et vient 1960. Malgré tous les sacrifices, malgré le prix payé par le peuple algérien, le général de Gaulle continuait, mordicus, continuait, vaille que vaille, dirait-on, à jouer sur le balancier, selon. Et là, le peuple algérien a décidé, encore une fois, dans mon esprit, les manifestations du 11 décembre constituaient, en quelque sorte, utilisant le mot, le coup de grâce. Le coup de grâce aux illusions de la France coloniale, aux rêves des colons et des pieds noirs. Et je crois que c'est le sens qu'il faut donner à ces manifestations populaires, sanglantes, pacifiques d'abord. D'abord, oui. Pacifiques. Et tout cela s'est dirigé. Je pense que quelques historiens disent que ce sont des manifestations spontanées. Mais il faut dire, insister et le rappeler que ces manifestations avaient été dirigées par le FLN, commandées par le FLN, sur ordre du FLN, et dirigées par des officiers de la Wilaya 3. On peut rappeler, c'est Mohamed Bousmaha, Mohamed Brouaguia et le capitaine Zoubir, Boualem Rouchaï, qui est décédé, qui a été tué, d'accord, dans une bataille
à la rue Lamartine. C'était dans un deuxième temps, mais au départ, Voilà. c'était la déferlante citoyenne était organisée en réaction donc à des exactions commises par les ultras de l'Algérie française Absolument. et par la provocation suscitée par De Gaulle, donc qui était donc en Tout à tournée fait. en Algérie. Donc, je pense que c'est le point de vue de notre ami Fouad Soufi, n'est-ce pas Fouad? Donc, je disais que l'organisation, vous parlez, vous, des réseaux dormants du FLN qui vont prendre en charge donc l'organisation de ces manifestations. Mais au départ, c'était une déferlante qui va pratiquement surprendre tout le monde, n'est-ce pas? Oui, bien. Ce qui est important à dire, c'est que il y a deux choses différentes. Il y a ce que je me permets d'appeler le récit national, qui fixe des dates, parce que la commémoration, c'est le rappel, hein, et on a besoin de se rappeler. Mais la recherche historique, ça prend un autre départ. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le choix, je ne sais pas si vous m'entendez bien, Oui, oui, oui. le choix de la date du 11 décembre, il est postérieur à l'événement. On a décidé qu'il fallait se souvenir de ces manifestations, hein, et il a été choisi la date du 11 décembre. Ça ne signifie pas qu'il n'y a rien eu avant, comme manifestation tant à Alger qu'à Oran, par exemple, et à Constantine d'ailleurs, qu'après. Hein, jusqu'au 15 peut-être, et parfois ailleurs beaucoup plus tard. Hein, parce que le 11 décembre, ça a marqué l'opinion internationale sur les massacres qui ont eu lieu à Alger. Hein, il y a eu, hélas, c'est à Alger qu'il y a eu le plus grand nombre de morts. Aujourd'hui, on dit que même le chiffre de 100 dont on parle pour Alger est insuffisant, il n'est pas juste. Hein? Par contre, ce qu'on sait, et qu'on ne peut pas effacer de la recherche historique, mais qu'on peut mettre de côté par rapport au récit national, c'est qu'à Oran, il y avait déjà eu, la veille, une dizaine de morts. Hélas, hélas, hélas. Alors, on a besoin de cette histoire victimaire. Elle est légitime. Mais maintenant, à mon avis, ce qui nous manque, ce sont les noms des personnes décédées durant ces 5, 6 et peut-être un peu plus. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais j'insistais pour dire que cette différence qu'il y a entre le récit national, hein, qui intervient, qui fixe des dates par rapport à la connaissance de l'histoire, et surtout pour lutter contre l'oubli, parce que c'est le plus grand danger qui guette un peuple. Hein? Et la revue a creusé et continue à creuser et à nous apporter de nouvelles informations. Restez avec nous, Fouad Soufi et M. Aïssa Qasmi. Qu'est-ce qui explique cette massive mobilisation des Algériens à partir du 10, comme l'a dit Fouad, bien avant le 11, évidemment? Absolument. Je crois que deux choses. Deux choses. D'abord, la visite du général de Gaulle, visite qu'on appelait la tournée des popotes, et il voulait à tout prix, parce que les rapports sur la pacification qui était présentée par les messages, le discours, la propagande mensongère du colonialisme, en disant que le peuple algérien était avec nous.
évidemment, pacification, plan de Constantine et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, rappelons-le, et on ne le dira jamais assez, que l'enjeu le plus important entre la révolution algérienne, depuis 1954 jusqu'à 1962, l'enjeu et le gouvernement français, c'était le peuple. C'était le peuple dans son ensemble, le peuple algérien. C'était comment réussir à avoir le peuple avec soi. Le FLN disait que le peuple algérien soutenait la révolution. Et c'est vrai que la révolution sans le peuple, elle n'aurait pas avancé. La propagande française, partout dans le monde, que ce soit dans les relations bilatérales ou les relations avec les organisations, notamment à l'ONU. Le peuple algérien est rappelons-le la délégation française à l'ONU s'était faite accompagner par Ali Shker, Bachaka Ali Shker, qui a été liquidé par les fidèles algériens à Paris. Ben Sadouk, Par Ben que Sadouk. nous saluons. Hein. Bravo, bravo. Donc cet enjeu, il fallait le gagner. Mais la force de la révolution algérienne, c'était toujours le peuple. C'était toujours le peuple. Lorsque le peuple y constatait, il sentait qu'il y a, rappelons-le que ces manifestations viennent après 1959, les opérations destructives, exterminatives, si on veut, de 1959, l'opération jumelle. Donc les maquis s'étaient effectivement affaiblis. Donc le peuple, lorsqu'il constatait que l'évolution souhaitée de la révolution ralentissait, connaissait des faiblesses, il mettait les pieds dans l'étrier. C'est ce qu'on a rappelé tout à l'heure, donc depuis 1954 et d'après. 1960 arrive. Et en face, on commençait, disons, à penser aux négociations. À l'autodétermination, comment tout cela. Donc le contexte international, le contexte national aussi, était propice, effectivement, et cette sortie massive dans la capitale, en particulier, puis à Indemouchen, un peu partout, à Blida, jusqu'à Boussaada, jusqu'à Tiaret, effectivement, où il y a eu aussi des victimes. Il y a eu des morts, oui. Absolument. Donc, je crois que cette intervention du peuple, encore une fois, sur la scène politique, paisiblement, notamment à Alger. Parce qu'en face, les ultras de l'Algérie française manifestaient. Les casseroles, l'Algérie française, et les Algériens ont répondu par Algérie musulmane. Musulmane, d'abord, et soutien total au GPRA comme étant le représentant légitime et unique de la révolution algérienne. Voilà en quelque sorte ce contexte. Donc cet enjeu, je crois qu'il a été gagné par la révolution algérienne à travers les manifestations du 11 décembre 60. Voilà, donc pour le contexte, je vous propose une pause de quelques minutes et on revient juste après pour aborder justement les répercussions de ces manifestations sur le plan international. Nous sommes toujours avec vous, nous évoquons l'histoire du 11 décembre 1960. Nous avons évoqué dans la première partie le contexte de ces manifestations du 11 décembre 1960. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons revenir essentiellement sur les répercussions de ces manifestations sur le plan
internationale. Mais avant, j'aimerais relancer Fouad Soufi sur la prédisposition, comment le peuple algérien était prédisposé à manifester et à déjouer, si vous voulez, les manœuvres du général de Gaulle à l'époque. Fouad. Oui, la prédisposition, je ne sais pas. Hein. Le peuple colonisé. Non, vous m'avez vous-même dit un jour qu'à Oran, par exemple, les Oranais avaient entendu dire qu'à Intimouchent, on massacrait les Algériens et c'est comme ça qu'ils se sont soulevés à partir du 10, n'est-ce pas? Alors, c'est très bien ce que vous dites parce que ça nous fait revenir sur le terrain. Sur le terrain des manifestations. Donc, De Gaulle, d'abord, ne peut plus atterrir ni à Alger ni à Oran. C'est clair, à cause des manifestations des Européens, qui sont contre lui parce qu'ils parlent d'autodétermination du peuple algérien, sans dire ce que signifie peuple algérien. Hein? Et la manifestation de Témouchent, qui est au départ, c'est pas une véritable manifestation parce qu'on fait sortir tout le monde pour c'était un accueil, disons, programmé, oui. Et empêcher les Européens de manifester contre lui. Et finalement, ça va se retourner. Le slogan algérienne, c'est à Témouchent, dans tous les cas qu'on va l'entendre au départ, va devenir Algérie musulmane. Mais on s'entend bien. Musulmane, c'est la nationalité, pas la religion. Hein? C'est-à-dire que c'est pas un mouvement religieux. Ça part effectivement, on entend à Oran, comme quoi il y a des morts à Témouchent, c'est bon, il n'y a pas eu de morts à Témouchent. Mais surtout, ce sont les Européens qui attaquent les commerçants, notamment algériens, pour les suivre, pour les obliger à baisser le rideau. Bien. Et c'est là que, évidemment, les affrontements vont causer des morts et la police, les CRS notamment, vont tirer plus facilement sur les Algériens que sur les Européens. Dernièrement, il y a un article qui est paru qui fait une petite confusion entre les manifestations de décembre et celle du 5 juillet, la grève du 5 juillet, mais qui rapporte un détail, moi que je trouve important. Le témoignage dit que le témoin dit que on a entendu dire qu'il y a des morts à Oran et c'est une dame à Bellecour qui passait de maison en maison et qui le disait. Et, sortez, il y a des morts à Bellecour, à Oran. Et j'avais lu ce témoignage il y a une trentaine d'années dans la revue que vous avez dû connaître à l'époque, Parcours maghrébin. C'est exactement le même témoignage. Alors, je ne sais pas si le témoin de Ain Benyan reprend l'article de Parcours maghrébin, ou alors il apporte son propre témoignage. Ce que je crois. Bien. Mais ce qui est important, oui, il faut bien marquer que c'est une manifestation. Globalement, le GPRA n'est pas au courant. C'est une manifestation quasiment spontanée, mais reprise en main très vite, que ce soit à Intimouchent ou à Oran après, et Alger en même temps d'ailleurs, parce qu'à Alger, il y a eu des manifestations le 10 au soir, on a compte centime, hein, et va être repris par ce qu'on appelle les cellules dormantes du FNL. Dans les villes, évidemment. Donc il y a les deux. Oui. Il y a la spontanéité, mais après, d'où le slogan Algérie musulmane. Les Témouchentois n'ont pas inventé. C'est clair, c'est le FLN qui est derrière. Hein? Seulement, avec sa permission, avant d'aborder la question internationale, oui. Ce que je regrette, c'est ce discours que j'ai entendu dans le film, dans le documentaire. Oui.
peu importe les images, hein, les images elles sont un peu mélangées. Enfin, il y a des choses qui ne devraient plus passer, quoi. On sait très bien que les musulmans n'ont pas profité de la venue de De Gaulle. Les musulmans, entre guillemets, hein. Les Algériens n'ont pas... Non. Si De Gaulle est allé à Tlemcen, c'est parce qu'il ne pouvait pas aller ailleurs. Voilà. Bon, après, il va aller à Tlemcen, mais c'est la même chose. Il y a déjà des manifestations à Tlemcen. Alors, dire de là, c'est comme ça que ça a commencé, ça me paraît un peu injuste. C'est dommage. Pour revenir maintenant à la question, au retentissement, donc aux répercussions sur le plan international, M. Qasmi, Krim el-Qassem, on se souvient de cette phrase. Absolument. Krim el-Qassem, les clameurs de Belcourt ont retenti dans à Manhattan. Au palais de Manhattan, parce que je crois que c'est important de souligner, juste après les manifestations, le GPR a constitué une délégation importante de diplomates dirigée par Krim el-Qassem. Et c'est le 20 décembre, si je me rappelle bien, qu'une résolution de l'ONU a été votée pour soutenir, évidemment, l'autodétermination du peuple algérien, de l'Algérie. Donc ce retournement de situation par rapport à l'organisation des Nations Unies, et ce sont les effets des manifestations. Et ensuite, beaucoup de pays, de nombreux pays, ont manifesté leur volonté de se rapprocher de la révolution algérienne. Les amis, les frères, et ensuite ceux qui tenaient un peu le bâton au milieu pour savoir de quel côté penser, de quel côté pointe à l'horizon la victoire. Est-ce que c'est la révolution algérienne ou les... Donc, je crois que les choses se sont clarifiées de façon définitive à partir du 11 décembre 1960 par rapport aux relations de la France avec de nombreux pays et avec les organisations internationales. Fouad Choufi, justement, grâce à ces manifestations, il va y avoir même les alliés traditionnels de la France qui vont commencer à la lâcher définitivement par rapport donc à la question algérienne, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Les États-Unis posaient déjà depuis 2 ans des questions précises au gouvernement français en matière de financement de cette guerre, par eux et par l'OTAN d'ailleurs, qu'il ne faut pas oublier. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de rappeler que les réactions d'abord des pays arabes, comme l'a dit tout à l'heure M. Qasmi, les pays arabes, notamment les ambassadeurs qui se trouvaient à Tunis, mais ensuite ça a été Tito, bon, j'ai oublié qui était le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, mais Chou En-lai aussi. Et c'est peut-être pas, ça va pas faire bouger les choses, mais les étudiants sénégalais de France, ils ont eu ce courage de se réunir et d'apporter leur soutien aussi à leurs frères algériens. À leurs frères algériens. Je possède tout le Conseil international des syndicats libres, le CISL, la Confédération, pardon. La Confédération des syndicats libres, oui. À Bruxelles aussi, bon, mais c'est dans la logique américaine. Voilà, et d'autres associations internationales. Alors tout ça, la liste n'est pas complète, mais tout ça montre bien l'importance de ces manifestations dans l'histoire de notre pays et dans la marche vers l'indépendance. Et ça va faire bouger aussi, ça va confirmer dans l'esprit du général de Gaulle, oui, il est militaire, il doit gagner la guerre, mais enfin, c'est plus possible de continuer comme ça, à garder pseudo-colonies et pseudo-départements. Restez avec nous, Fouad Choufi, monsieur Issa Qasmi.
Malgré le carnage du 11 décembre, le peuple algérien va donc avoir toute une série de soutiens un peu partout dans le monde, comme l'a si bien dit Fouad Soufi, et il va demeurer mobilisé. Absolument, parce que, en définitive, lorsqu'on revoit un peu les différentes étapes de la confrontation, de façon générale, entre le peuple algérien et les gouvernants français et le colonialisme, je crois que le plus important est que le colonialisme en 1960 était arrivé à force de se mentir, de croire à ces mensonges. Parce qu'en disant, je me rappelle d'un truc, le général Ayeuré, qui était à l'époque, en 60, qui était chef d'état-major de l'armée française, s'est rendu en visite d'inspection au Djebel Doug, à Annaba. On lui a ameuté des villageois, des douars et tout ça, pour leur parler de la pacification. Et ils l'ont applaudi, j'étais là, et lorsqu'il a terminé, ils ont été aux messes des officiers. Le capitaine qui dirigeait cette mascarade lui a dit, mon général, vous voyez tous ces gens qui étaient là, ils donnent l'impression de soutenir la France. Il vous a applaudi. Mais il faut comprendre bien que tous ceux-là, dès qu'ils partent, ils vont aller renseigner le FLN. Ce sont tous des agents du FLN. Ce que je veux dire est que tous les mensonges qui ont eu des effets en direction des pays, notamment des pays qui étaient sous la coupe française, disons-le, ils ont compris que toute cette propagande française, ces mensonges, c'est fini. Le peuple algérien est là, il a dit son mot, il est sorti dans la rue, dans la capitale notamment, parce que n'oublions pas que la capitale, c'était un peu le miroir ou la caisse de résonance de l'ensemble des choses. Une manifestation dans un jeune village du Djebel ou n'a pas à Alger, les photographes, les caméramans, les journalistes étrangers étaient à Alger, donc ils ont rapporté, il y a des historiens, des journalistes anglais, américains qui ont travaillé dessus pour contrer, pour démentir la propagande française. Justement, Fouad Soufi, la presse internationale a évoqué d'une manière continue pendant plus d'une semaine, donc ce qui se passait à Alger justement, pendant cette période, n'est-ce pas? Ah oui, oui. La presse internationale, presse française exceptée, hein. Je parle de la presse américaine, la presse anglaise, allemande, italienne, même en Belgique. Oui. Même en Belgique. Il serait intéressant de savoir, par exemple, qui a voté au-delà de la presse, hein, la résolution de l'ONU, reconnaissant le droit au peuple algérien l'autodétermination, le droit à l'autodétermination. Ben, comme vous le disiez tout à l'heure, la plupart des pays amis de la France, ils ont dit, bon, il faut arrêter. Et donc la presse a rappelé tout ce qui s'est passé. Même la radio, même les radios. C'est intéressant de pouvoir acquérir les témoignages radiophoniques. Il n'y avait pas beaucoup de télé à l'époque. Mais ça, c'est un souvenir d'enfance. Hein. Un souvenir d'enfance. Je ne peux pas citer le nom de la radio. Et son reporter, il hurlait devant les massacres. Il disait, c'est pas possible, pas possible. Et c'était un journaliste de la d'une radio française. Là, il y a un travail à faire
d'acquisition, d'achat de ces documents radiophoniques. D'ailleurs, la délégation française, pour rester à l'ONU, avait quitté donc l'Assemblée à l'époque. Oui. Ah bah Voilà, oui, voilà. il peut pas faire Une autrement. délégation, la France à l'époque, et d'ailleurs, elle y est toujours, était membre du Conseil de sécurité. Donc voilà sa délégation qui quitte donc la salle des conférences. Non, c'est pas une question de Conseil de sécurité. Hein. Ouais. Ça n'a pas été posé au niveau du Conseil de sécurité. C'était la C'était 15e l'Assemblée session. générale. Voilà, c'est la 15e session de la. Alors, j'ai là sous les yeux ceux qui ont voté pour et ceux qui ont Oui. voté contre. Oui. Ah, ceux qui ont voté contre, ce sont les pays, certains pays africains, vassaux encore de la France, qui n'ont pas encore obtenu leur indépendance. Exactement. Enfin, qui ont obtenu leur indépendance, mais dans les jours qui- Ce que De Gaulle appelait l'indépendance dans l'interdépendance, c'était ça. voilà. Non, pire pour eux, non, l'indépendance dans l'interdépendance, ce sont les pays du nord de l'Afrique. Ouais. Mais les pays de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sahel, c'était du néocolonialisme pur jus. Ah oui, ouais. Pur jus. Ce qui n'a pas empêché certains pays africains de voter pour le droit de l'Algérie à l'autodétermination, du peuple algérien à l'autodétermination. Mais bon, d'autres pays, je ne vais pas évoquer les noms. Les deux pays non africains qui étaient contre, c'était le Portugal de Salazar De Salazar, évidemment. et l'Union sud-africaine de Bernaud. Comment ça s'appelait le Deux systèmes colonialistes, et voilà. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Mais tous les pays arabes ont voté, ont soutenu l'Algérien. Je ne crois pas qu'il y ait eu un seul pays arabe qui s'est porté mal. Restez avec nous. Je pense que Aïssa Kasmi veut rajouter quelque chose. Oui, absolument, une précision qui me semble de taille, c'est que les générations qui nous écoutent actuellement ignoraient que de 1955 jusqu'à 1960 et jusqu'à 62, la censure, c'est sur les moyens d'information français, tous les moyens d'information, que la presse écrite, la radio, la télévision, les journaux, le théâtre, le cinéma, une censure affreuse qui frappait l'ensemble de l'expression, quelle qu'elle soit. Donc, même le peuple français, à partir du 11 décembre, avait compris que ce peuple algérien voulait son indépendance. Parce qu'il ne pouvait plus appliquer la censure à tous les moyens d'information, y compris certains moyens d'information français qui étaient pour la cause algérienne, évidemment. Il y en a des revues, des journaux qu'on peut rappeler, et là, les moyens d'information internationaux des pays libres, évidemment, notamment des États-Unis, de l'Angleterre, d'Allemagne, même d'Italie, qui donnaient des informations. Donc ils ont fait des reportages. Nous avons des textes excellents qui rapportent l'exactitude. Il y a même un journaliste anglais qui avait dit ce qui tuait, ce qui mitraillait les parachutistes français, ce sont les you-you des femmes. Ce sont les you-you des femmes. Lorsque les parachutistes étaient là, prêts à tirer, lorsqu'ils entendaient les you-you des femmes en face, évidemment le drapeau, les banderoles, ils sont affolés et ils commencent à tirer. Donc l'arme, disons, l'une des armes les plus efficaces, c'était le you-you des femmes de Bellecour, de Salambier, de la Casbah et de toute l'Algérie. Je pense qu'on va observer une petite pause. Après, nous allons aborder la troisième partie qui sera consacrée entièrement donc, à cette grève lancée par le GPRA le 5 juillet 1961, une grève contre la partition de l'Algérie.
Toujours avec vous dans Histoire et Mémoire, et nous évoquons l'histoire des manifestations du 11 décembre 1960. Nous avons précédemment évoqué le contexte de ces manifestations, leur retentissement sur le plan international. Dans cette troisième partie, nous allons aborder un événement qui est en rapport direct avec les manifestations du 11 décembre, à savoir la grève générale du 5 juillet 1961, une grève organisée par le GPRA. Elle était organisée contre un projet de la partition de l'Algérie. Monsieur Fouad Soufi, vous avez travaillé dans le cadre d'un article sur ce moment important, un moment peu et méconnu, voire méconnu dans l'histoire de la lutte du peuple algérien pour son indépendance. Oui, oui. Cette date du 5 juillet 61 est ce que les historiens appellent une journée portée disparue. On n'en a pas parlé. C'est-à-dire qu'elle n'est pas entrée, on ne l'a pas placée dans le récit national, or, pour des raisons d'ordre politique, hein, pas historique. Ouais, pas historique. Ce jour-là, le GPR, pourquoi? Bon, le fort de ce qui s'est passé en décembre 60, hein, parce que c'est le grand vainqueur, c'est le FLN et le GPRA, c'est ça de ces journées. Et le GPRA obtient une aura au niveau international et il décide de faire du 5 juillet une grève générale contre toutes les propositions de partition de l'Algérie. Alors là, il y a deux niveaux, hein, Oui. si je peux me permettre. Il y a d'abord la question du Sahara. Oui. La question du Sahara. Ensuite, parce qu'il y a toujours eu au niveau des autorités françaises la volonté de découper l'Algérie. Oui. Hein, depuis le décret-loi, la loi cadre de 1958, le 12 février, je crois, 1958. Oui, oui. Et donc, il y avait des propositions. Hein, par exemple, je ne sais même pas comment la qualifier, une sorte de république française en Algérie. Voilà. Et, qui concernerait surtout Oran et Alger. Oui. Et puis on laisse tomber Constantine, on la donne au FLN. Voilà. Bon, mais à mon avis, il y a beaucoup de spéculation, mais il y a un danger, et le plus grand de tous les dangers, c'est le Sahara. Comment couper le Sahara Et depuis 1957, donc avant ce débat, il avait été créé l'OCRS, hein, l'organisme, des régions sahariennes communes, voilà, l'organisation commune des régions sahariennes. Régions sahariennes, c'est-à-dire le sud algérien, le nord Mali, le nord Niger et le Tchad. Et créer vaguement une sorte de royaume du Sahara, ou peu importe. C'est des ludies de spéculateurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette journée du 5 juillet, dans le cadre du mouvement national, a toujours été considérée comme une journée de deuil. Hein, elle a tout le temps été considérée comme une journée de deuil. Alors, pourquoi le GPRA a choisi cette date? J'avoue que j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ça a été un succès. Alors, on disait oui, mais à Alger, il n'y a pas eu la grève, elle n'a pas marché, à Oran non plus, à Elneba, on ne sait pas trop, à Constantine, bien sûr, mais enfin, c'était surtout les petites villes. Mais c'est ça le problème, que l'aveuglement du système colonial, il est là. Mais ces petites villes ont un grand rôle, hein, puisque c'est là que se trouve l'essentiel de la population. Hein? Et donc, si vous voulez,
le 5 juillet, ça va être la deuxième grande victoire du peuple, hein, et à sa tête, le GPRA. En moins d'une année, en 6 mois à peine. Ah oui, 6 mois après. 6 mois après. Et si on fête le 5 juillet 1962, comme je le dis, et je le propose en tous les cas, ben, c'est par rapport à ce qui s'est passé le 5 juillet 1961. Voilà. Le GPRA avait fini. On ne peut même pas dire qu'il avait acquis. Il était le seul et unique. C'est terminé pour tous les autres mouvements. Comme dirait l'autre, suivez mon regard. S'il n'y a qu'un seul représentant du peuple, c'est le FLN et son gouvernement provisoire. Restez avec nous, Fouad Soufi, M. Issa Qasmi. Le peuple algérien était fidèle donc, aux principes défendus par le Front de Libération Nationale et évidemment le gouvernement provisoire de la République algérienne, à savoir, il y a deux principes majeurs. Donc, absolument. L'unité nationale et l'intégrité du peuple, l'intégrité territoriale et l'unité du peuple. Ce sont les principes, ce sont les limites rouges qui avaient été fixées dès le 1er novembre dans la déclaration du 1er novembre. Unité nationale, pas de concession, pas de discussion, l'unité du peuple. Malgré toutes les tentatives de créer des dissensions entre les régions, entre du peuple, et de semer, bien sûr, la diviser pour régner. C'était un peu le slogan du colonialisme depuis des siècles. Donc, ce principe a été défendu par la LN, par le FLN, donc par l'ensemble des dirigeants de la Révolution et surtout du peuple, qui comprenaient qu'est-ce que cela veut dire découper. Et ensuite, il faut la souligner, que, effectivement, découper le territoire national, c'était, je dirais, un plan diabolique, démoniaque, fou, et de constituer d'abord le Sahara, donc restera français, aux négociations d'Évian, c'est le leitmotiv de la délégation française. Sahara niet. Bien. Ensuite, le nord, la région d'Ain-Temouchent, avec Oran, Belabès, la région d'Arnaba, l'Algérois et sa périphérie, certainement y compris, on n'a pas vu la carte, mais la Mitidja, ce qui était considéré comme les fleurons de la colonisation, les joyaux de la colonisation, et, si je me rappelle bien, le 5 juin 1961, le 5 juin, oui, cela veut dire un mois avant le 5 juillet, le général de Gaulle a rencontré le terroriste israélien, le chef des terroristes israéliens, Ben Gurion, à Paris. Et il a demandé conseil à Ben Gurion en lui disant, voilà, on m'a présenté un plan pour créer des Bantoustans, on l'a dit, en Algérie. Il y a des régions qu'on a exploitées, qu'on a développées, ils sont 5 ou 6, on va créer, c'est pour rassembler l'ensemble des Européens d'Algérie pour leur donner leur indépendance et puis garder évidemment lien solide avec la France. Et peut-être même ramener certains Algériens qui ont collaboré avec la France. Ben Gurion lui a répondu clairement en lui disant « Donc vous voulez créer un autre Israël en Algérie ?» Il dit « Oui, mais je vous mets en garde. » Quoi ? Si vous mettez les colons, les pieds noirs dans des territoires, il ne faudrait pas que ce soit l'armée française qui va continuer à les protéger, comme elle l'a fait jusque-là. Il faut donc les armer. Armer les colons, leurs enfants, toute leur famille, pour se défendre eux-mêmes. Alors, le général de Gaulle lui a dit, maintenant j'ai compris, il a fait
disons, une confidence à Alain Perfit, qui avait fait un livre sur les secrets du général de Gaulle, en disant, écoute, je ne peux pas, vous me poussez à créer un autre Israël, mais moi je ne peux pas, parce que le peuple algérien refuserait. Voilà, donc, le général de Gaulle était, me semble-t-il, conscient de la force morale que représentait le peuple algérien, le poids du peuple algérien, et il l'a déjà expérimenté. Et l'appel du GPRA, il est très... L'appel du GPRA à Texaha. L'appel, le texte, vous avez un extrait, je pense... Je lis le texte, on peut lire, il y a une dizaine de lignes, si vous permettez. Donc, c'est Farhat Abbas qui a fait ce discours le 5 juillet précisément, en disant, en ce 5 juillet, jour d'anniversaire, il s'adressait au peuple algérien. Alors, les malheurs de 130 ans de domination coloniale et de servitude nous appellent, nous les Algériens, à de nouveaux sacrifices. Il importe que les fils ne connaissent pas ce que les pères ont connu. Parle de l'avenir. C'est par son combat que le peuple algérien s'est fait reconnaître son droit à l'autodétermination. Donc ce n'est pas un cadeau qui est donné par... C'est grâce à son combat qu'il a provoqué les entretiens de Melun. Aucun Algérien n'a le droit de l'ignorer. Au moment où une armée coloniale poursuit contre nous une guerre d'extermination et de génocide, au moment où l'adversaire manœuvre, on a parlé des manœuvres, le général de Gaulle, manœuvre et maintient l'équivoque, pour l'opinion internationale, nous devons mobiliser toutes les énergies et appeler à l'union de tous. Et le peuple algérien était prêt à poursuivre la guerre. Il était prêt, il était aux aguets, il était vigilant, il était vigoureux encore, malgré tous les sacrifices. Donc, sa réponse était de sortir dans les rues contre cette partition, contre pour que la souveraineté nationale et les principes de novembre soient tout le temps défendus jusqu'à la dernière, je dirais, goutte de sang, jusqu'à la dernière force du peuple algérien. Donc voilà, je crois que Farhat Abbas a insisté sur les sacrifices qu'il faut encore consentir, accepter. L'appel à l'union était un leitmotiv qui a été repris par la suite par l'ensemble des états-majors des wilayas pour répercuter un petit peu l'appel pour cette grève du 5 juillet 1961, n'est-ce pas? J'ai lu au moins celui de la wilaya 4, celui de la wilaya 1, je pense, des textes qui ont été reproduits par Gilbert Minier, n'est-ce pas? Oui. D'abord, il faut dire merci à M. Asmi pour rappeler cette déclaration de Farhat. Parce qu'on a disons qu'on a un petit peu le tort de négliger ce personnage. Donc il faut le dire. Ceci dit, la question de la réaction des wilayas, là, il n'y a pas eu vraiment, à ma connaissance, mais je ne sais pas tout, de travaux. Il n'y a pas eu beaucoup de travaux. Ce qu'on sait, c'est que moi, je pense que ce que vient de dire Asmi est largement suffisant. C'est qu'au-delà des structures, comme les états-majors des wilayas, comme l'armée des frontières, je pense qu'ils ont su, à mon avis, mais ça relève de lecture insuffisante. Ces états-majors ont très bien compris ce qui se passait dans les villes.
Hein. Mais j'ajouterais une sorte de détail. C'est que de toutes les façons, pour le général de Gaulle, à cette époque déjà, il s'était formé dans sa tête comment donner l'indépendance à l'Algérie dans l'interdépendance. C'est-à-dire tout en maintenant des rapports néocoloniaux avec l'Algérie. C'était sans comprendre l'attitude tant du GPRA que des états-majors des wilayas et de l'état-major général. Hein, qu'effectivement, il avait ébranlé la puissance de feu de l'ALN. Les officiers de l'ALN l'admettent. Et il n'y a pas de quoi s'en vanter, vu la différence des moyens militaires des deux côtés. Mais pour lui, la colonie pose problème à la France. Alors autant sortir tout en maintenant des points d'accrochage, disons, à l'intérieur, et notamment la question du pétrole et après celle du gaz. Celle du gaz. Donc, à la limite, donner le Sahara à l'Algérie tout en conservant la propriété, entre guillemets, des richesses naturelles, ça ne le dérange pas trop. Sauf que on n'est pas on n'est pas dans certains pays. Bon, je ne sais pas comment le dire. Hein. Ouais. La guerre a fait que le peuple algérien, dans sa majorité, à part une partie, faut l'admettre, elle existe cette partie, ne souhaitait plus de rapports coloniaux. Voilà. Et encore moins de rapports néocoloniaux. Parce que le mot... faut être les pays colonisés d'Afrique. Le mot souveraineté était très très important pour tous les dirigeants du FLN à l'époque. C'est le recouvrement de la souveraineté. On luttait pour le recouvrement de la souveraineté, la restauration de souveraineté qui a été donc perdue un 5 juillet 1830, n'est-ce pas? Et c'est ça le projet. Ce qui était écrit dans la proclamation du 1er novembre. Voilà, tout simplement. Je ne dis pas qu'on aurait pu faire l'économie d'une guerre, parce que, comme disait, je crois que c'est Giap, les colonisateurs sont de mauvais, les impérialistes sont de mauvais élèves. Ils n'apprennent pas l'histoire. Mais ce qui était écrit en 1954 a été appliqué en 1962. Ça aurait pu être, paraît-il, appliqué en 1956, mais tout ça, ce sont les aléas de l'histoire. Ça ne se fait pas. Fouad, il me reste 2 minutes, donc je vais poser une dernière question à M. Issa Qasmi en tant que moudjahid, non pas en tant qu'auteur et chercheur en histoire. J'ai intitulé l'émission, M. Issa Qasmi, pour une indépendance dans l'unité. Et c'était important, c'était le projet du Front de Libération Nationale, c'est incontestable. Absolument. Le message que nous avons le devoir de passer à ceux qui nous écoutent, notamment les générations, les jeunes, leur dire que l'une des armes les plus efficaces de la révolution algérienne, c'est l'unité du peuple. C'est l'unité du peuple, sa cohésion, son rassemblement autour du FLN, la solidarité des citoyens algériens, et évidemment cette déontologie, je le rappelle souvent, qui avait été appliquée par les Moudjahidines, par l'ALN. Il y a une akhlaq. Et cette déontologie, si on arrivait à l'étudier et à la passer, écrite, comment se comportait le Moudjahid, comment il respectait la discipline, comment il se... Donc ça, je crois que les générations actuelles et futures doivent s'appliquer
à connaître cette déontologie, et je crois que c'est l'une des armes les plus efficaces qui a contribué de façon remarquable à la victoire de la Révolution. Si tu permets un seul mot, il ne faudrait pas qu'on oublie, nous le rappelons, parce que ça constitue une offense à l'Algérie, ce sont les essais nucléaires qui ont fait de la France une puissance nucléaire, qui ont donné à la France cette grandeur nucléaire, c'est les essais nucléaires qui ont eu lieu le 13 février. Des explosions, ce n'était pas des essais, c'était des explosions. Ouais. C'est la bombe atomique, 4 ou 5 fois plus forte que celle du Japon. Cette offense, je dirais, cette agression sur le territoire algérien, évidemment, a été considérée comme le général de Gaulle une nécessité absolue pour poursuivre les essais chimiques et l'achéré dans le Sahara algérien. Et c'est pour ça qu'il tenait absolument à garder le territoire saharien et se débarrasser des autres régions. Voilà, je crois que ce message concernant la bombe atomique, les essais, les explosions nucléaires sont importants par rapport notamment aux dégâts qu'ils ont occasionnés au peuple algérien. Dégâts humains, dégâts matériels, dégâts sur la nature. Algériens qui reste unis, je tiens à vous remercier vivement, M. Aïssa Qasmi, d'avoir participé donc avec nous à cette émission consacrée aux manifestations du 11 décembre 1960. Je tiens à remercier également Fouad Soufi. Je rappelle que Fouad Soufi est historien, archiviste, chercheur associé au CRASC. Merci beaucoup Fouad d'avoir donc répondu à nos questions et participé à ce débat autour de cette date importante qui a marqué notre histoire. Je tiens à remercier également l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente soirée et à bientôt.